Chaque année, près de 400 000 Français apprennent qu'ils sont atteints d'un cancer. Le poumon, le côlon et le sein font des ravages. Chacun d'entre nous peut en être victime et à tout âge. 157 000 de nos concitoyens sont décédés en 2018 d'un cancer. Mais l'espoir de vaincre ce cancer est de plus en plus fort, à une seule condition, le repérer au plus tôt. C'est pourquoi le dépistage est si important. Bienvenue dans ce Forum Santé de la Provence, une nouvelle formule en fonction de l'épidémie du Covid-19, mais nous avons nos experts sur le plateau qui répondront à toutes nos interrogations et à toutes les questions des lecteurs. Bonjour Brigitte Serradour. Bonjour Mme Cotin. Vous êtes radiologue. Spécialisée dans les maladies du sein. Et présidente du Centre régional des dépistages du cancer. De coordination des dépistages des cancers, ça veut tout dire. De coordination des dépistages du cancer. Bonjour, professeur Jean-François Seitz, vous êtes gastro-entérologue et spécialisé. Plus spécifiquement dans la prise en charge des cancers digestifs, en cancérologie digestive, à l'assistance publique au hôpital de Marseille. Et responsable aussi et responsable du conseil dépistage scientifique de notre centre régional de dépistage Sud-PACA pour le cancer colorectal. Bienvenue à tous les deux. Donc ma première question, est-ce que le dépistage fonctionne et pourquoi doit-il être organisé? À quoi sert-il? L'État s'est occupé de mettre en place des programmes de dépistage expérimentaux depuis les années 90 pour le sein et plutôt les années 2000 pour le côlon. Et ensuite, on a généralisé le programme du cancer du sein 2004. Ensuite, 2008, ça a été le temps du colorectal. Actuellement, on met en place le dépistage du cancer du col, mais ceci était fait dans chaque département. Nous avions 90 unités de dépistage qui s'appelaient des centres de dépistage organisés. Et on a préféré, depuis l'année 2018, passer au stade régional, c'est-à-dire que les structures qui existaient dans les départements ont fusionné pour créer ce qu'on appelle un centre régional de coordination des dépistages des cancers. Autant de régions en France, en fait, autant de centres de dépistage. Donc, on a 17 régions au total si on prend les DOM, et chaque région a son centre, avec des régions qui ont plus ou moins de départements. Pour la région PACA Sud, nous n'avons que 5 départements, enfin 5 unités territoriales. Le département des Bouches-du-Rhône a été pilote dans le dépistage organisé, notamment du cancer du sein. Mais pourtant, on est bonnet d'âne quand on regarde les chiffres. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? En fait, nous avons été pilotes, on a démarré en 1992 un programme expérimental avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc on a fait 14 ans avant de généraliser le programme en invitant une population de 50 à 69 ans, avant de passer à 74 ans. On a eu d'excellents résultats, ce qui a permis de s'inspirer de nos résultats pour généraliser le programme. On était avec le Bas-Rhin et le Rhône, mais il ne faut pas confondre la participation des personnes qui participent à cet examen. La mammographie est un examen qui peut se réaliser partout sur le territoire, en dehors du programme et quel que soit l'âge. Je fais la différence avec le dépistage du côlon qui ne peut se faire que par un test qui est adressé par le programme. Ce n'est pas un examen qui est permis à tout le monde avec un acte à la nomenclature. Allez faire votre dépistage tout seul du côlon. Alors que la mammographie, vous pouvez la faire partout. Donc si vous êtes dans un territoire, et je parle de Marseille, de Paris et des grandes métropoles, où il y a beaucoup de radiologues, beaucoup de gynécologues qui les prescrivent et beaucoup de médecins traitants, il y a une telle offre de soins que les personnes ne vont pas systématiquement suivre ce qu'on leur dit dans l'invitation, aller dans le programme organisé. Beaucoup de femmes en particulier ont pris l'habitude de faire leur mammographie avant 50 ans, sont contentes de leur système et ne voient pas pourquoi elles iraient changer et participer à notre programme. Mais je crois vous l'avoir dit à l'occasion de discussions personnelles, la différence c'est que lorsque vous allez dans un programme, vous avez une évaluation de ce que vous faites. Vous savez les résultats, vous savez si c'est utile, si vous trouvez les cancers et si les cancers sont pris en charge par la suite. Si vous faites du dépistage sans aucune évaluation, vous espérez faire du bien, mais vous pouvez aussi ne pas faire de bien. Si vous ne trouvez pas les cancers ou si vous en trouvez à des gens qui n'en ont pas, vous êtes, si je peux dire, toxique, entre guillemets. Et donc peut-être que l'évaluation, c'est la clé de la différence entre un dépistage organisé et un dépistage sur prescription
individuelle. C'est pour ça que le programme a une action qui permettra de dire si la mortalité, par exemple, on veut mesurer les effets, si on veut mesurer les effets pervers du dépistage. Tout le monde dans les Bouches-du-Rhône croit que le dépistage sur l'ordonnance, c'est plutôt mieux. Souvent, j'interroge mes patientes, elles me disent c'est plutôt mieux. Mais en fait, c'est grâce au progrès du programme, grâce à tout ce qu'on a mis en place, que les personnes qui vont hors programme profitent de ces avantages, et en particulier la qualité du matériel. S'il n'y avait pas eu de programme, le matériel, on ne l'aurait pas changé. Chez tous les centres de radiologie, on ne l'aurait pas contrôlé. C'est le programme qui a permis ça. Donc je pense que les deux dépistages principaux, le sein et le côlon, ne sont pas identiques dans les bénéfices. Je pense que le côlon est surtout bénéfique pour la population qui a un accès qu'elle n'avait pas à la prévention. Et la coloscopie peut-être a une qualité aussi qui s'améliore. Mais le dépistage du cancer du sein, c'est clair que si les matériels servent à tous les actes en dehors du dépistage, c'est le mammographe. Si on le contrôle, automatiquement, on va améliorer la détection. Alors, justement, on parle de dépistage. Demain démarre la campagne de sensibilisation au cancer du sein, Octobre Rose. Donc, on va un petit peu parler du cancer du sein. Vous êtes spécialiste, vous êtes radiologue. Plutôt. Vous avez vu combien de seins dans votre vie finalement? Je ne sais pas, parce que si j'ai commencé dans les années 60, si je disais la réalité même de mon internat, on dirait que je suis centenaire. Donc, je vais m'arrêter. Aux années 80, c'était les premières mammographies, puisqu'on a fait la première mammographie à l'hôpital de la Timone. Donc, quand on a créé la mammographie, j'étais encore avec des vacations hospitalières. Et donc, petit à petit, j'ai fait quasiment tous les jours de ma vie des mammographies. Un petit peu moins maintenant parce que je suis en charge du programme de dépistage et que je m'occupe beaucoup de l'organisation. Mais donc, je compterai des années 80 aux années 2020, ça fait un certain volume, 40 ans de mammographie. Et c'est pour vous dire que, malgré tout, les rayons ne m'ont pas encore complètement détruite. Donc, il ne faut pas avoir si peur que ça. C'est une crainte. C'est vrai qu'on dit que la mammographie, c'est tous les 2 ans, en principe. Et justement, c'est une question récurrente de nos lecteurs. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut vraiment la faire tous les 2 ans? En fait, la mammographie, ce ne sont pas des rayons extrêmement dangereux, mais plus on est jeune, plus le risque des rayons est important, parce que un organisme jeune est sensible à la radiation, et le risque de cancer, si on faisait des mammographies à des gens de 20 ans tous les ans, on serait dans le surrisque. Je m'excuse, mais quand on commence à 50 ans et qu'on va jusqu'à 74 ans, on n'est plus chez des très jeunes femmes, même si elles sont magnifiques encore. Donc, le risque d'une mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans est négligeable par rapport aux bénéfices. On travaille toujours en bénéfice-risque. Or, le bénéfice de trouver un cancer à un âge où les cancers apparaissent beaucoup plus nombreux reste important. Si le cancer est extrêmement rare à 30 ans, prendre le risque des rayons à ce moment-là et accumuler au cours d'une vie, ce n'est supportable que si votre famille a eu un problème épidémiologique qu'on appelle un risque génétique. Ce risque génétique, si vous avez 5, 6, 10 cancers du sein dans une famille, ou même 3 cancers du sein chez des femmes jeunes qui ont moins de 40 ans, il faut mieux prendre le risque d'avoir quelques rayons supplémentaires plutôt que d'avoir un risque très élevé de faire un cancer du sein qu'on n'a pas détecté à temps. Donc, si vous voulez, ça ne se supporte, entre guillemets, que lorsque vous avez un risque personnel élevé. À ce moment-là, vous prenez le bénéfice des rayons est plus important. C'est pour ça que ce dépistage donc, organisé s'adresse aux femmes entre 50 et 74 ans. Mais pourtant, après 74 ans, oui, mais votre espérance... l'incidence et l'espérance de vie étant voilà, mais augmente. Malheureusement, en matière de dépistage, on est obligé de parler des bénéfices constatés. Si vous vous faites dépister à plus de 80 ans, votre espérance de vie, en termes de rentabilité de trouver une maladie, vous risquez de vivre quand même vos 10 années avec un cancer de 2 cm traité et vous n'êtes pas dans un bénéfice identique à une femme de 40 ans qui a une espérance de vie très élevée, qui peut même encore maintenant avoir des enfants et surtout dans son travail, elle a une valeur économique qu'un adulte de 81 ou 85 ans. Pour le côlon, je sais bien que les cancers du côlon arrivent tard, mais on ne peut pas proposer à l'ensemble d'une population de se faire dépister jusqu'à 100 ans, par exemple. D'abord parce que la participation baisse après 75 ans chez nous,
Pour les femmes, on a beau leur proposer, elles ne viennent plus tous les 2 ans. Il y a d'autres comorbidités qui font que les gens ont d'autres soucis souvent. Ça peut être leur cœur, ça peut être leurs jambes. Donc, on dit qu'elles peuvent continuer même jusqu'à 80 ans sans problème si elles sont en forme. Donc après, c'est chacun avec son médecin traitant qui décide. Ce n'est pas une expérience que l'État propose systématiquement. On voit que l'incidence des cancers du sein augmente, vous me le confirmez. Un petit peu. On explique aussi cette incidence par le fait que les mammographies ou les radios perçoivent de plus en plus petits les tumeurs. Est-ce que vous me le confirmez ou pas? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est curieux. Enfin, pour refaire un brin d'historique, l'incidence des cancers du sein a quasiment doublé entre les années 80, 70 et les années 90. On a surtout pensé que ça venait, suite à ça, au traitement hormonal de la ménopause qui avait été prescrit très largement, ce qui fait que, suite à des publications, dont l'une qu'on avait fait d'ailleurs sur les Bouches-du-Rhône, on a diminué et quasiment stoppé les traitements de la ménopause, au point qu'actuellement, on doit être à 5-6% des gens qui sont traités. Avant, on était à plus de 30%. Et donc, il y a eu une baisse de l'incidence. On a dit, on a trouvé, c'était hormonal. Mais malgré ça, depuis les années 2007-2008, c'était stable et ça remonte légèrement. Mais ce qui est contradictoire, c'est que le nombre de mammographies réalisées en France, depuis qu'on a vu une certaine baisse des programmes, c'est-à-dire depuis à peu près 3 ans, on avait dépassé les 50% de participation, on est retombé à 49 quelque chose. Donc, la baisse totale des mammographies en France, quel que soit l'âge qui a été répertorié par la Caisse d'assurance maladie, montre qu'on n'a pas du tout augmenté les mammographies et que l'incidence des cancers du sein a augmenté. Donc, c'est une preuve indirecte, mais qui montre que ce n'est pas systématiquement relié. Et je sais ce que vous vouliez peut-être me dire, c'est qu'on peut trouver aussi des cancers qui n'auraient jamais existé. Alors ça, pour vous montrer le nombre de mammographies que j'ai réalisées, je n'ai jamais vu au cours de ma carrière quelqu'un porteur d'un cancer vérifié qui disparaît spontanément. Donc ça, je veux bien croire qu'il y a la grotte, je dirais lourde, c'est peut-être pas actuellement la meilleure solution. Mais je n'ai jamais vu de cancer disparaître où ce n'en était pas. C'était des états précancéreux. Mais le seul maître mot ce matin, c'est le dépistage, ce n'est pas parfait. Il peut y avoir des cas qui échappent, il peut y avoir des cas qui sont bénins et qu'on a malheureusement inquiété une personne pour rien. Donc, ce n'était pas un cancer et la femme a été angoissée. Mais on n'a pas trouvé mieux pour trouver des cancers à un stade le moins évolué possible et faire diminuer la mortalité avec des traitements moins lourds. Mais ce n'est pas parfait. Donc, il y aura toujours des personnes qui vont dire « Ah, mais moi, je m'étais fait dépister et l'année d'après, j'ai eu un cancer. » C'est la vraie vie. Il y a des cancers qui vont échapper parce qu'ils sont tout petits ou des cancers qui poussent très vite. Voilà, donc tout n'est pas parfait. Alors justement, est-ce qu'on parle de cancer du sein, demain Octobre Rose, je le répète, le lancement de la campagne. Est-ce que toutes les grosseurs que l'on a dans un sein sont des cancers du sein? Ça serait trop facile, madame. Non, il y a des femmes qui ont encore leurs règles, donc parlons des femmes en général de moins de 50 ans, parce que la ménopause c'est environ 50-52 ans, et à cet âge-là, il est beaucoup plus fréquent d'avoir des boules, si je peux dire, bénignes que des cancers. Parce que tout ce qui est hormonal, ça gonfle et ça dégonfle. Ce sont les kystes. C'est la maladie bénigne la plus fréquente dans le sein. Et les fibroadénomes chez les jeunes filles. Donc tout nodule qui est assez bien limité, qui se met à pousser très vite comme un kyste, et surtout en période 40-50 ans, c'est extrêmement fréquent et ce n'est absolument pas des signes de risque de cancer futur non plus. On peut en avoir, ça n'a pas de gravité, et plus tard, vous n'aurez pas pour autant quelque chose qui va dégénérer. Les adénomes du sein et les kystes ne dégénèrent pas. Donc ça, c'est le plus fréquent. Et à mesure que les années passent, passé 45-50 ans, la fréquence du cancer augmente, et la majorité des cancers, peut-être un tiers, arrive après 60 ans. Donc si vous voulez, la fréquence la plus importante, c'est passé 55-60 ans. C'est là que ça monte. Plus jeune, 90 fois sur 100, c'est bénin. Mais quand vous avez un cancer chez une femme jeune, ça marque les esprits et c'est souvent des cancers qui sont plus évolutifs. C'est là où on rencontre pas mal de familles à cancer du sein. Alors justement, famille à cancer du sein, donc il faut quand même se faire dépister bien avant 50 ans, s'il y a eu des cas dans la famille. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a certains cancers du sein qui sont très agressifs et qu'entre 2 mammographies, ils apparaissent et peuvent être terribles.
C'est quoi la bonne méthode? C'est quoi la bonne attitude à avoir? Est-ce que c'est le pas de chance finalement? Non, la première chose, c'est être sûr que ce n'est pas un manque de diagnostic. C'était visible, mais vous n'avez pas eu la chance d'avoir le bon matériel et les bons yeux. Donc ça, c'est un objet qui est contradictoire, ce que je vous dis, mais ça peut exister, ce qu'on appelle un faux négatif. Il y a une image, mais elle a été prise à tort pour du bénin. Et donc, la tumeur continue à grossir. Ça, il faut essayer de l'éviter au maximum. Intérêt du dépistage organisé, de lecture. C'est-à-dire qu'un jour, vous pouvez avoir un œil qui est un peu faible parce que vous êtes fatigué d'avoir vu beaucoup d'examens, et tout d'un coup, c'est celui qui arrive derrière, qui va relire les examens, qui dit « mais moi, je vois quelque chose ». Donc ça, c'est aussi l'intérêt d'avoir éventuellement une échographie si vous avez un doute sur votre mammographie parce qu'elle est complexe. Donc, évitez de faire tout simplement quelque chose qui est confondu avec du bénin. Ça, c'est la première chose. Et ça, ce n'est pas un cancer qui pousse vite. C'est quelque chose qui n'a pas été vu au moment où ça existait. Et ensuite, le cancer qui est virulent, malheureusement, il n'y a pas de moyen de diagnostic pour le prévoir. Et la seule chose qu'on conseille, c'est lorsque vous sentez quelque chose dans votre sein et que vous examinez vos seins après les règles, surtout si vous êtes jeune, pour avoir des seins qui sont aplatis par rapport à la période d'avant les règles, vous avez les seins très gonflés. Si vous sentez quelque chose, vous allez le montrer immédiatement dans les jours ou les semaines qui suivent. Vous n'attendez pas que ça parte tout seul à la maison. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à consulter si vous avez quelque chose d'anormal qui ressemble à une nouveauté, parce qu'en matière de scénologie, c'est surtout la différence avec ce que vous avez d'habitude. Si pendant toute votre vie, ça a gonflé en haut à droite, et que tout d'un coup, vous avez une boule en bas à gauche, c'est nouveau. Donc, ne pas être bloqué sur la consultation en se disant « ça ne va pas la peine ». Il faut consulter, et si votre famille a des cas de cancer de femmes jeunes, c'est-à-dire avant 40 ans, là, vous êtes plutôt à mettre dans un réseau de personnes qui vont avoir une mammographie tous les ans. Alors, vous avez parlé de faux négatif, c'est un mot qui revient souvent en cette période. Faux négatif, faux positif. Les lecteurs commencent à être habitués à ces termes. Faux négatif, c'est fréquent, c'est quoi? Non, le faux négatif, disons qu'il doit y avoir à peu près 8% des cancers du sein qui ne se voient pas très facilement en mammographie, qui sont complexes ou qui peuvent échapper par leur petite taille ou le fait qu'ils sont de la même tonalité qu'un sein qui est déjà très opaque. Bon. Donc ça existe, mais je vais rebondir sur votre question. Ce qui est le plus ennuyeux dans un dépistage, c'est trop de faux positifs. À la limite, ceux qui poussent la contradiction diront il faut mieux avoir raté un cancer qui guérira si on le prend à temps que d'inquiéter 100 femmes qui n'avaient rien et de leur proposer des interventions, des biopsies, des surveillances, alors que ce n'était pas grave et qu'en fait ce n'était rien. Donc le but du dépistage, c'est faire le moins de faux positifs et le moins de ce qu'on appelle de surdiagnostic, c'est-à-dire essayer de trouver des lésions qui auraient pu dégénérer un jour, mais qui finalement n'auront jamais dégénéré et qui auront gêné la patientèle toute sa vie. Voilà. Alors j'ai une question d'une lectrice qui nous a été envoyée. C'est quoi le premier signe d'un cancer du sein? Si vous avez la chance que le cancer du sein ne se voit pas avec un signe, c'est mieux, ce qu'on appelle la tumeur impalpable ou infraclinique ou le T0, et c'est quand même 60% des gens en dépistage qui n'ont aucun signe qui est palpable. Donc si vous n'avez rien, vous pouvez avoir un cancer, c'est le plus fréquent en ce moment, il n'y a que la radio qui le voit. Et lorsque vous sentez quelque chose, ça peut être un petit nodule dans le sein comme une amande, une zone qui durcit, une petite rétraction de la peau quand vous vous mettez devant la glace le soir et que vous levez le bras, vous voyez que ça fait une ride. Ça, c'est très important parce que ça peut ne pas se voir bien à la radio. Ce n'est pas uniquement l'âge, la ride. Hein? Non, ce n'est pas la ride de l'affaissement de la peau et du relâchement cutané. C'est avoir l'impression d'une ride dans la glace, mais c'est vrai que ce qui est le plus compliqué, c'est de se voir sous le sein. Parce que si vous avez une ride qui apparaît sous le sein et que vos seins, comme tout le monde, ont tendance à un petit peu, non pas à descendre beaucoup, mais il faut quand même soulever le bras très haut pour voir dessous, là, vous pouvez ne pas le voir. Donc, intérêt de se palper, éventuellement allonger le bras en l'air pour sentir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Ou un mamelon qui rentre, ou un mamelon qui saigne. Voilà, des signes qui devraient alarmer. Ou éventuellement une boule sous le bras, si vous avez un ganglion qui apparaît, et que seul ce ganglion est palpable et qu'on ne sent rien dans le sein. Donc, vous voyez, ce sont des pistes, ce sont des choses que peuvent ou voir ou palper les patientes. Si elles sont, il ne faut pas non plus faire ça toute la journée. Surtout si vous avez des règles, il ne faut pas le faire avant les règles. Voilà. D'accord. Et à la ménopause? À la ménopause, il faudrait le faire quand même, mettons, tous les 2-3 mois. On n'est pas obligé tous les 15 jours de se palper les seins non plus. Hein. D'accord.
La mammographie est parfois associée à l'échographie. Est-ce que c'est automatique et est-ce qu'on peut le demander ou c'est vous, en tant que radiologue, qui Là, vous allez sur un de mes choix personnels préférés, c'est que c'est comme les antibiotiques. J'explique aux femmes que ce n'est pas automatique parce que quand elles en ont une, il faudrait que jusqu'à la fin de leur jour, elles en aient. L'échographie est rassurante parce qu'on voit une sonde, on a l'impression qu'elle va être magique. Elle est utile, mais c'est un examen complémentaire. Le premier examen, c'est la mammographie, dont on ne peut pas se passer. L'échographie est un complément dans des seins très opaques où la lecture est difficile. Quand vous avez aussi un signe clinique, comme une boule qui vient d'apparaître, tout de suite, vous faites la différence entre liquide et solide, dont les kystes. Et l'échographie peut être aussi utile quand vous avez des sujets à haut risque. Donc, quelqu'un qui a déjà eu un cancer d'un côté, vous allez vérifier son sein et l'autre. Quelqu'un qui a une famille à risque, on lui propose aussi des échographies. Et c'est plus important chez la femme jeune, parce que la femme jeune, on va se servir pour les tumeurs bénignes, plus de l'échographie que de la radio. Pour les filles de 25-30 ans, l'échographie va être plus simple à pratiquer que la mammographie. Voilà. Mais pas pour les femmes de l'âge du programme de dépistage. Docteur Serrador, rassurez-nous quand même. Le cancer du sein, ça se soigne bien maintenant. Oui, ça se soigne bien et surtout, on a fait d'énormes progrès puisque quand on a démarré, on avait peut-être 50% des cancers qui faisaient plus de 2 cm, où il y avait bien 40 ou 50% des cancers qui avaient déjà un ganglion envahi quand on opérait les patientes. Actuellement, on arrive à faire 80% des femmes qui ont des cancers au moins de 15 mm et qui sont, dans 30 ou 40% des cas, sans aucun envahissement ganglionnaire. Et on ne sent pas de tumeur. Donc il y a eu un progrès monstrueux grâce à l'amélioration de la qualité de la mammographie. C'est les médecins, c'est les patientes, mais c'est surtout la qualité des images qui nous permet de détecter des choses de plus en plus fines. Donc, super intérêt d'avoir une machine bien réglée qui irradie la dose minimale pour une qualité d'image maximale et une formation de la personne qui lit à voir les toutes petites images, c'est l'épingle dans la botte de foin. J'ai une dernière question d'une lectrice, je n'osais pas vous la poser, mais finalement je crois que je vais vous la poser. On voit que de nombreuses jeunes filles ont recours aux implants mammaires, chirurgie esthétique. Pas que jeunes filles. Pas que jeunes filles, d'accord. Quand on a des prothèses mammaires, bon, on a vu la polémique, c'est dangereux, pas dangereux par rapport au cancer du sein, mais moi ma question c'est est-ce qu'on arrive à déceler un cancer même si on a des prothèses mammaires? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué à voir que si on n'avait rien? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le même examen de mammographie lorsque vous avez des prothèses. Vous faites une mammographie dite standard, mais en poussant la prothèse et en tirant la glande mammaire qui est devant. Parce que la prothèse, elle est en arrière, et je vous fais un geste qui est peut-être... Vous prenez le sein, vous devez bien le tirer sur la plaque de radio, et vous descendez votre écran de telle façon que le sein seul soit sur la mammographie, mais pas la prothèse qui reste derrière. Et ensuite, vous avez un cliché qui prend la prothèse pour voir qu'elle n'a pas de problème. Mais vous devez séparer la glande mammaire de la prothèse en mammographie. Donc, connaître la façon de procéder quand vous faites une mammographie avec prothèse. Ça, c'est une formation qu'on a faite pour les radiologues, parce qu'au départ, ce n'était pas connu. Donc, c'est une manœuvre qui permet d'isoler la glande mammaire pour voir aussi bien, sauf que quand vous avez des tout petits seins et qu'on a augmenté avec des prothèses, qui sont des seins d'homme quasiment, de toute façon, vous n'allez pas avoir une grande qualité parce que la glande mammaire est très très faible. Voilà. Donc, mais je vous rassure, les femmes tatouées et les femmes porteuses de prothèses actuellement se retrouvent dans les septuagénaires. Donc, ne soyez pas étonnés. Une conclusion pleine d'optimisme. Merci, docteur Serrador. On a parlé donc du dépistage du cancer du sein. Bonjour, professeur Jean-François Seitz. Alors nous, on va parler d'un cancer qui touche aussi bien les hommes que les femmes, même si le cancer du sein est assez rare chez les hommes. Mais là, on parle d'un cancer qui touche pratiquement autant les deux sexes. Autant les deux sexes. D'où l'importance, c'est un des cancers les plus meurtriers. Absolument. Et on pourrait faire encore mieux si on se dépistait. Et vous allez nous en parler, nous expliquer l'importance de ce dépistage. Et puis en même temps que vous, on va recevoir aussi le docteur Yves Rinaldi, qui est gastro-entérologue et pathologue, comme vous.
Alors vous à la Timone, à l'hôpital Oui. de la Timone, le docteur Rinaldi à l'hôpital européen. Et tous les deux, vous allez nous parler du cancer colorectal. Bonjour professeur Jean-François Feitz, bonjour docteur Yves Rinaldi, vous êtes gastro-entérologue tous les deux et spécialisé en cancérologie digestive. Alors ma première question, pourquoi est-il si important ce dépistage du cancer colorectal? Écoutez, c'est un sujet qui nous tient tous les deux très à cœur parce que c'est un problème majeur de santé publique. Ça devrait être une préoccupation prioritaire de santé publique pour les Français. Ça ne l'est pas encore tout à fait. En effet, ce cancer touche à peu près 45 000 Français, hommes et femmes à peu près pour moitié, chaque année en France. Et ce cancer tue encore 17 500 personnes tous les ans en France. C'est-à-dire autant que les accidents de la route dans les années 70, quand on ne portait pas de ceinture de sécurité, qu'on roulait en décapotable sans limitation de vitesse. Il mourait 17 500 Français sur les routes. Actuellement, vous le savez, on a réduit à environ 3 000 décès la mortalité routière. C'est encore trop, mais on pourrait faire la même chose pour le cancer du côlon, parce que c'est un cancer qui peut se dépister assez facilement avec un test simple, et il peut aussi se prévenir, parce que ce test de dépistage dont on va parler, et le docteur Rinaldi vous donnera plus de détails tout à l'heure, c'est un test qui détecte à la fois des cancers précoces, je dirais comme la mammographie dans le cancer du sein, mais aussi des lésions précancéreuses, ce qu'on appelle vulgairement les polypes. Et les gastro-entérologues savent enlever ces polypes au cours d'une coloscopie. Donc quand le test est positif, on va très souvent trouver des polypes, des lésions précancéreuses, et ainsi on va éviter l'apparition d'un cancer 5 ou 10 ans plus tard. D'accord. Mais vous parliez du dépistage, du test positif. Est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi à quel moment doit-il être réalisé et à quelle population il s'adresse, ce dépistage organisé? Oui. Et peut-être avant toute chose, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu particulière avec le Covid-19. On a été confinés au mois de mars, en pleine période de la campagne de sensibilisation au cancer colorectal, Mars bleu. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que finalement, vous-même, médecin, vous alertez sur la disparition des patients. Absolument. C'est une problématique, peut-être, c'est le moment de refaire passer un message. Bien sûr, puisque effectivement, au mois de mars, on s'est tous confinés. L'activité dans les hôpitaux a été stoppée avec le plan blanc pour uniquement s'occuper des patients Covid. Donc, les gastro-entérologues de toute la France ont arrêté de faire des coloscopies entre le 14 mars et la mi-mai, où l'activité a commencé à reprendre doucement. Donc, comme le diagnostic d'un cancer du côlon, il se fait le plus souvent par la coloscopie, c'est-à-dire, effectivement, ce sont soit des patients qui ont des symptômes, des saignements dans les selles ou des troubles intestinaux, de la diarrhée ou de la constipation d'apparition récente. On fait une coloscopie, on trouve un cancer. Et le diagnostic se fait aussi devant un test positif. Quand on fait ce test dont on va vous parler, quand il est positif, dans 4% des cas, on fait une coloscopie derrière. Voilà. Et donc là, on n'a plus de possibilité de diagnostic pendant 2 mois. On a aussi arrêté les invitations des assurés à faire le dépistage, puisque tout était polarisé sur le Covid. Mais je crois que maintenant, il faut se ressaisir et se remettre à dépister l'ensemble des cancers et tous les cancers évitables. Il faut essayer de les éviter, parce que vous savez que le Covid, là, dans le monde, a tué, au 30 septembre, on va dire aujourd'hui, environ 1 million de personnes dans le monde. Bon. Ce qu'on sait moins, c'est que le seul cancer colorectal, il tue dans le monde 880 000 personnes tous les ans. Ce n'est pas seulement en 2020, l'année de l'épidémie. C'est tous les ans, il meurt 880 000 personnes du cancer du côlon, dont 17 500 en France. Et on estime que par le dépistage, et notamment par le dépistage des lésions précancéreuses, en France, on pourrait éviter
10 000 cancers supplémentaires sur ces 40 ou 45 000 qui apparaissent tous les ans. Et on pourrait sauver 10 000 vies. C'est quand même considérable. Alors justement, ce fameux test, alors docteur Rinaldi, vous nous expliquerez comment procéder au test. Bon, moment un peu particulier quand même, mais important. Et important. Quelle est la démarche pour faire ce test? Est-ce qu'il faut aller chez son médecin généraliste pour se faire prescrire un test? Est-ce qu'on le reçoit comme c'était le cas il y a quelques années en arrière? Bonne question. C'est une bonne question. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas égaux. Il y a 3 populations à risque différents et le généraliste, il a une fonction fondamentale pour, justement, par son interrogatoire et par ces questions qu'il va poser, essayer de sélectionner ces 3 populations que je vais essayer de vous définir. Il y a une population qu'on appelle à très haut risque de cancer du côlon, qui sont des formes génétiquement déterminées. Il y a une mutation d'un gène. Il y a 2 maladies, la polypose familiale et le syndrome HNPCC, qui est aussi appelé syndrome de Lynch. Ces patients ont un risque de cancer dans leur vie qui est évalué entre 40 et 100%. Et ils sont surveillés et dépistés très tôt par une coloscopie un peu particulière qu'on appelle la chronocoloscopie. On colore tout le côlon avec un bleu qui permet de sensibiliser l'œil du gastro-entérologue parce que ce sont des polypes très difficiles à voir, très plans. Et puis, ils bénéficient d'une enquête génétique qui permet également d'aller chercher d'autres cancers potentiels parce que ces formes génétiques sont associées à d'autres cancers quelquefois. Et ça représente à peu près 4 à 5% des cancers. Après, il y a la population qu'on connaît un peu mieux, qui est dite à risque élevé. C'est les personnes qui ont dans leur famille, au premier degré, un cancer du côlon, le père, la mère, le frère, ou bien des polypes, qui ont éventuellement une maladie inflammatoire qu'on appelle la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Et ces gens-là, on les surveille en coloscopie traditionnelle. Ils représentent à peu près 20% des cancers. Ça veut dire que 75% des cancers du côlon surviennent dans la population où il n'y a rien, où il n'y a aucun risque, où il n'y a aucune évaluation potentielle. Et donc, les patients, si on ne va pas les chercher, on n'arrivera pas, comme dit M. Seitz, à faire baisser la mortalité et à diminuer les 44 000 nouveaux cas chaque année. Donc, cette population-là nous intéresse beaucoup dans le dépistage. Et cette population qu'on va cibler par un test simple, qui est un test de recherche de sang microscopique dans les selles, qu'on appelle aujourd'hui le test FIT, ou TIF, selon qu'on parle anglais ou français, et qui a remplacé il y a 5 ans le fameux test hémoculte. Il est beaucoup plus simple, il y a un seul prélèvement au lieu de 6, et il a une pertinence nettement plus élevée puisqu'il permet de dépister à peu près 4 fois plus de polypes que ce que dépistait le test hémoculte. Donc ça, c'est déjà une situation importante parce qu'il faut bien insister sur ce chiffre. 75% des cancers du côlon surviennent dans une population où il n'y a pas de risque et où les gens ne vont pas consulter. Il faut donc aller les dépister. Le seul facteur de risque, c'est d'avoir plus de 50 ans finalement, d'avoir soufflé ces 50 bougies. Et donc c'est à partir de 50 ans que le dépistage organisé démarre et que les assurés, hommes et femmes, reçoivent une invitation à faire ce test. C'est remboursé, hein? C'est gratuit. C'est même pas remboursé, c'est gratuit. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, Yves Rinaldi, l'assuré reçoit une lettre d'invitation au domicile. Il va voir son médecin traitant. Si le médecin traitant détecte des facteurs de haut risque, il va l'adresser directement au gastro-entérologue pour faire une coloscopie. Mais s'il n'y a pas de facteur de risque particulier, il lui remet à ce moment-là cette enveloppe bleue avec le test qui sera fait sur les selles, que tu vas nous montrer, et seulement s'il est positif, c'est un test de sélection. S'il est positif, c'est-à-dire dans 4% des cas, là oui, il faudra faire une coloscopie. Et là, la coloscopie va trouver dans 10% des cas un cancer, qui est souvent à un stade précoce, qui va être facilement guéri. Mais dans 45 à 50% des cas, on va trouver ce qu'on appelle un adénome, ou un adénome avancé, c'est-à-dire un polype qui va assez rapidement se transformer en cancer. Et là, la coloscopie permet d'enlever ce polype et d'éviter l'apparition du cancer. D'accord. Ce test, alors, grand moment de démonstration auquel nous allons assister. Il faut le faire, il faut le montrer. Il faut le montrer, c'est important. Il ne faut pas avoir peur de le montrer. Non. Ni de le faire. Non.
Non, et surtout, vous avez posé la question comment on se le procure. Alors c'est très important. En règle générale, c'est le généraliste qui le donne. Et le généraliste peut se le procurer directement sur son compte professionnel sur amélie.fr. Il les commande directement. Le gastro-entérologue de la même façon. Le gynécologue ou la gynécologue de la même façon. Donc c'est les 3 professionnels. Et puis les centres de dépistage des caisses d'assurance maladie peuvent aussi le fournir. Et si le médecin généraliste n'en dispose pas parce qu'il est en rupture, etc., on peut faire une commande directement sur le site du centre de dépistage, soit directement sur le site, soit en téléphonant à l'unité régionale. Oui, parce qu'il et y a quand même 8 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Absolument. Donc ces assurés ont été laissés un peu sur le côté puisque on n'envoie plus systématiquement le test à la maison avec la deuxième relance, comme c'était le cas, vous le rappeliez, avec l'hémoculte, pour des raisons d'économie, parce que le nouveau test est un peu plus cher, un peu plus gros aussi, un peu plus difficile à mettre dans une enveloppe. On a fait des restrictions et le test n'est envoyé qu'à des assurés qui ont déjà participé à l'une des 3 précédentes campagnes. D'accord. Donc c'est-à-dire... Alors, avant de faire la démonstration, en cas de test positif, donc la démarche, c'est de venir vous voir. Oui, en cas de test positif, donc l'assuré reçoit le résultat et est incité donc à revoir son médecin traitant s'il en a un et à faire une coloscopie. Le médecin traitant reçoit aussi le résultat du test. Alors, il n'y a pas 100% des assurés qui font la coloscopie dans ce cas-là. Il n'y en a que 85% Alors, environ. vous devancez ma question, finalement. Combien de patients arrivent chez vous en ayant fait un dépistage sur tous vos patients? Il vient à peu près de répondre, c'est-à-dire que grosso modo, c'est 4% de tests positifs. Et sur les 4%, on est, si je ne me trompe pas sur les derniers chiffres, 13 ou 14% de gens qui ne font pas la coloscopie. Et quand on les interroge, les raisons sont variables. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui disent « moi j'ai déjà fait mon test, je n'ai pas besoin d'en faire un deuxième ». Il y a un problème quelquefois d'incompréhension sur la séquence entre le test de dépistage qui est positif, qui dit simplement qu'il y a un saignement microscopique non visible, qui n'est pas interféré par les hémorroïdes. On peut faire son test même si on a des hémorroïdes. Et puis la coloscopie qui va dire pourquoi le test est positif. Et voilà, donc en gros, c'est aujourd'hui, on tourne aux alentours de 85-87% de personnes qui vont faire une coloscopie. Alors, allons-y. 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 Ce test, expliquez-nous ça alors. c'est la pochette qui contient le test et qu'on peut se procurer, comme je disais tout à l'heure, chez le généraliste, le gastro, la gynéco ou au centre de dépistage. Il contient 3 volets. Un volet avec le mode d'emploi, donc tout ce que je vais dire, si on l'oublie, et c'est ce que je dis à mes patients, si vous oubliez ce que je dis, vous le retrouvez là-dedans. Alors il y a 2 points fondamentaux sur lesquels je vais largement insister, parce que la faisabilité, c'est 2 secondes. Par contre, il y a quand même dans le département encore 15% de mal faits. Et on n'est pas sûr que quand il est mal fait, les gens vont le refaire. C'est quoi le mal fait? Eh bien, je vais vous l'expliquer. D'accord. La plupart du temps, le test est mal fait parce qu'il manque une information fondamentale sur le test. C'est pas parce que le prélèvement a été mal fait. Oui, aussi. quelquefois il y a un prélèvement, mais avec le test immunologique, ce mauvais prélèvement est très rare. Il était plus fréquent avec le test hémoculte, là c'est très rare, vous allez comprendre pourquoi. Mais par contre, il y a 2 infos qui sont souvent mal faites. C'est premièrement, il faut s'identifier. Si le centre de lecture n'a pas l'identité, on ne peut pas lire. Et cette identité, soit vous l'avez faite par une étiquette. Quand vous êtes invité, sur l'invitation, il y a une étiquette, une grosse étiquette qu'on cote là, où il y a un code barre, ce qui simplifie beaucoup les choses. Et si on n'a pas ces étiquettes parce qu'on les a perdues ou peu importe, eh bien on va écrire. Et là, effectivement, tous les défauts vont apparaître d'un défaut d'écriture. Pareil pour le test, voici le test. Le fameux test alors. Ça c'est le petit test. Pareil, il faut coller l'étiquette d'invitation sur le test. Et sinon, on écrit, pareil, mauvaise écriture, mauvaise lecture. Deuxième point important, et ça c'est le plus fréquent, c'est qu'il faut marquer sur la fiche d'identification la date à laquelle on fait le test et également sur le test. Pourquoi? Parce que quand on a fait le test, la date de validité c'est 14 jours. Si le centre de lecture reçoit le test sans connaître la date à laquelle vous l'avez fait, il n'a pas le droit de le faire parce que sinon, il peut répondre faux. Il peut dire que c'est positif, mais parce qu'on a dépassé la date ou négatif parce qu'on a dépassé la date. Donc les 2 points clés, c'est on s'identifie et on met la date sur la fiche et sur le test. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. tout va bien?
Une fois qu'on a fait ça, il faut 2 On secondes. n'a pas de cancer colorectal? Non, je veux dire que la réalisation du test est d'une simplicité maintenant qui est vraiment poussée à l'extrême. Mais ce test, une fois qu'on l'a fait par rapport à la date, on le renvoie J'y par arrive, la poste? j'y arrive. Allez, excusez-moi. Ça c'est un petit papier qui se colle sur vos WC, parce que si vous faites dans l'eau, on ne peut pas faire le prélèvement. Donc il faut faire sur le papier. C'est un papier qui est biodégradable et qui part dans la chasse d'eau. Une fois que vous avez fait sur le papier. Donc ça, il faut mettre ce papier sur la cuvette. Absolument. Il faut mettre sur le D'accord. papier sur la cuvette, comme c'est marqué dans le mode d'emploi ici. On le met sur la cuvette, il se colle. On peut le déplier? On peut le déplier, oui, bien sûr. On peut le déplier. Voilà, vous avez les petites jaunes qui vont se coller sur la cuvette, et on fait là, sur le papier. Ouais. Une fois qu'on a fait sur le papier, le test en tournant, on l'ouvre, on trempe 1 cm, on ne le voit peut-être pas bien là à l'écran, mais le premier centimètre est strié, et c'est ces stries qui permettent de ramener les matières, et on remet dedans, et c'est terminé. On secoue. On secoue Comme pour le pouvoir manga. faire voilà, pour que la réaction se fasse. Et après, Secouez-moi. j'appelle ça, moi, le transporteur, pour penser aux gens qu'il ne faut pas l'oublier. Le transporteur, c'est quoi? C'est un plastique dur qui permet d'éviter les traumatismes du test. On le met dedans, on le scotche, on n'oublie pas sa fiche d'identification, et on met les deux dans une l'enveloppe T. bleue, qui est une enveloppe T, et donc je rappelle que c'est gratuit. Et cette enveloppe qui contient tout ça, on la met à la poste, à l'endroit où on poste habituellement son courrier. Il ne faut pas qu'il y ait de grève. Alors, on préconise de faire plutôt en début de semaine plutôt qu'en fin de semaine pour pas que ça D'accord. reste 2 jours à la poste. Et évidemment, s'il y a une grève des postes, on décale son dépistage. On ne le fait pas le jour, si on le sait. Maintenant, si malheureusement la poste dit du jour au lendemain, il y a la grève, on est assujetti à toutes les grèves. Alors, Après, c'est partout. C'est pas tout, pardon. Ça part par la poste, par les habitudes. Ça arrive à un seul laboratoire, je ne vais peut-être pas dire le nom, Non. hein, à un seul laboratoire français qui a eu l'autorisation par l'appel d'offres. Et ce laboratoire va lire et va répondre positif ou négatif. C'est tout ce qu'il dit. C'est positif ou c'est négatif. Il ne dit pas ce qu'il y a. Il dit le test est positif, ça veut dire qu'il y a un saignement microscopique. Et comme l'a dit M. Seix, le patient et le médecin vont recevoir. Le patient, il reçoit le résultat, il faut 2 à 3 semaines pour recevoir le résultat environ. Et à partir de là, on enchaîne ce qu'a dit M. Seix. 2 à 3 semaines pour le résultat? Oui, pour avoir le résultat du test, il faut 2 à 3 semaines en moyenne. Et donc après, c'est la séquence, on va voir son médecin. On a un test positif, on va vers la coloscopie. Alors, moi, j'ai une question beaucoup plus pratique. Le test, il vaut mieux le faire, vous disiez, le lundi plutôt que le vendredi. Ma question, c'est plutôt le matin Ça n'a aucune ou importance. le soir? Ça n'a pas d'importance. Il faut le faire sur une selle. Il y a des gens qui vont à la selle le matin, d'autres à la selle le soir. Peu importe Il y a des gens qui vont à la selle la une journée, fois tous les 3 jours. Ça n'a pas d'importance. Il y a des gens qui sont très constipés, ça n'a pas d'importance. Il y a des gens qui ont un transit accéléré, ça n'a pas d'importance. Il y a des gens qui sont sous anticoagulants, ça n'a pas d'importance. D'accord. Bien au contraire. Les gens qui ont... Les gens qui sont sous traitement anticoagulant ou antiagrégant pour des raisons cardiaques sensibilisent le test. C'est-à-dire que les anticoagulants ne font pas saigner si vous n'avez rien. D'accord. Donc si vous avez un test positif avec les anticoagulants, si vous avez quelqu'un qui a un traitement anticoagulant, il ne faut surtout pas l'arrêter, hein, on prend des risques cardiaques, on n'arrête surtout pas son traitement, on fait son test et s'il est positif, tant mieux. Ça veut dire que le test a été sensibilisé et il y a probablement quelque chose. Il y a un polype, oui, mais il ne faut pas arrêter. Alors, le test est positif entre l'arrivée des résultats et une visite chez vous. Je dois mettre combien de temps? Alors, ce n'est pas ça la question. C'est entre le test positif et la coloscopie, c'est ça le truc. Exactement. Le référentiel, c'est qu'il ne faut pas dépasser 3 mois. Normalement, il faut que la coloscopie soit réalisée dans les 3 mois pour qu'il n'y ait pas de perte de chance. On va dire. En fait, c'est peut-être un peu plus, puisqu'on a une seule étude qui a été publiée qui semble dire que pendant les 6 premiers mois, il n'y a pas de perte de chance et qu'à partir de 6 mois, il y a une perte de chance. Je crois qu'il faut l'avoir en tête, cette étude, parce que, par exemple, pour le Covid, on s'en est un peu servi. Pour les patients qui avaient peur de faire leur coloscopie, on a peut-être dépassé les 3 mois dans cette période-là, mais il faut quand même respecter les règles, et les règles, c'est 3 mois. Voilà, et si on l'a fait avant, tant mieux. Hein. Ouais. Si on l'a fait un mois, tant mieux. Non, oui, le système de santé français permet de faire la coloscopie dans les délais. Hein, et chez nous, je dirais, dans les Bouches-du-Rhône ou à Marseille, les patients n'ont aucun problème pour faire la coloscopie dans les délais. Là, on est en train de parler finalement d'une toute petite minorité des assurés, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur test. Et actuellement, c'est 30% des assurés seulement qui participent à la campagne. Hein. Ça, il faut le savoir. En Hollande, première vague d'invitation, participation 71%. En France, 30%.
Je pense que Dr Léandri, dans un moment, va nous dire les mêmes choses pour la vaccination contre HPV. Hein. On est aussi les derniers de la classe. Donc, quand on a un vaccin qui permet d'éviter un cancer, on ne le fait pas parce qu'on est contre les vaccins. Là, on a un test qui pourrait sauver au moins 10 000 vies supplémentaires. On en sauve déjà, heureusement, hein, pour les 30% qui participent. On parlera un petit peu des traitements. Mais on est à 30% de participation, ce qui est très bas. Dans notre région sud PACA, on est même en dessous de la moyenne nationale. On est autour de 26-27%. Dans les Bouches-du-Rhône également. Donc ça, c'est très mauvais. Alors, je pense qu'il faut que vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que ce test ne fasse pas peur, parce que, comme on l'a dit, mais il faut le répéter, ça fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Totalement indolore et gratuit. C'est fait en 5 minutes, c'est gratuit. Chez soi. Ça se fait chez soi. Hein. Il n'y a pas de prise de sang, on peut avoir peur d'une aiguille. Là, vraiment, on va piquer une selle avec un petit écouvillon. C'est vraiment pas un drame absolu, quoi. Et ça fait moins mal que les couvillons dans le nez. Hein. Ça fait absolument. Pas mal. On ne met pas les couvillons dans l'anus, on le met dans la Vous selle. avez raison. Vous avez raison. Ça. Donc, c'est un test qui a gagné en efficacité par rapport à l'hémoculte. On détecte 2 fois plus de cancers, 4 fois plus de polypes, ce qu'on appelle les adénomes avancés, qui eux, on sait, vont dégénérer, des adénomes de plus d'1 centimètre, ceux qu'il faut vraiment que le gastro-entérologue enlève. Voilà. Donc, le test marche bien, il est au point. La participation est mauvaise. Donc il faut que les assurés aient bien conscience qu'en faisant ce test, d'abord on ne leur trouve pas obligatoirement un cancer, même s'il est positif. Hein, c'est dans 10% des cas qu'on trouve un cancer à la coloscopie. Et le plus souvent, dans 40 à 50% des cas, on trouve une lésion précancéreuse qu'on va enlever pour éviter d'avoir un cancer. Donc ça, c'est quand même fabuleux. Il faut donc dédramatiser ce dépistage, Deuxièmement, je pense qu'il faudrait qu'on facilite l'accès aux tests. C'est-à-dire qu'actuellement, je parlais des 8 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, ça peut être quand même compliqué de se procurer un test. Si on n'a pas de médecin ou de gastro-entérologue ou de gynéco qui vous le donne. Donc le centre de dépistage est bien sûr ouvert aux demandes. Les assurés peuvent aller sur le site du centre régional de dépistage pour se manifester. Ils peuvent aussi téléphoner. On a des dias là-dessus qui seront mises à l'écran tout à l'heure. Et puis, je pense qu'il faudrait obliger notre médecin généraliste à nous faire passer ce test. Je pense que le médecin généraliste, normalement, il doit la plupart le font, mais l'ensemble des médecins généralistes devraient être mobilisés parce que, comme la prise de la tension artérielle, comme le frottis du col chez la femme ou la mammographie, ce sont des gestes simples qui peuvent sauver beaucoup de vies. Donc, c'est très important. Mais les généralistes sont débordés, ont beaucoup de tâches, donc il faut sûrement les suppléer. Nous pensons, comme beaucoup de centres de dépistage, qu'il faudrait élargir la distribution du test. Par exemple, les pharmaciens pourraient très bien distribuer les tests en ayant un interrogatoire, un auto-questionnaire que remplissent leurs assurés, qui ne rentrent pas dans une pharmacie un jour ou l'autre. Voilà. Donc peut-être que les infirmières les infirmières pourraient rentrer aussi dans le dispositif de distribution, de sensibilisation des assurés pour que vraiment le dépistage décolle chez nous et atteigne ses objectifs. Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'Institut national du cancer vient de lancer une campagne, une consultation citoyenne sur le cancer. Donc, il y a une boîte à idées. Donc, c'est le moment d'exprimer un certain nombre de... Vous avez envoyé vos idées ? Alors moi, j'attendais qu'on ait un peu le retour de vos lecteurs et appeler les lecteurs à le faire, mais je vais certainement aller sur le site de l'INCa pour donner un certain nombre d'orientations, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. C'est vraiment dommage que seulement un assuré sur 3 bénéficie de ce dépistage. Alors justement, on parlait du dépistage, il y a le traitement. C'est vrai que c'est un cancer pris à temps et très tôt, qui se soigne bien. Est-ce que je peux dire le mot bien ? Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, on revient un peu sur la même problématique, c'est-à-dire les 70% des cancers diagnostiqués grâce à un test de dépistage, ces 10% qu'on trouve à la coloscopie, ce sont des cancers précoces et là on a plus de 90% de guérison. Généralement avec simplement
parfois l'ablation du polype qui est faite, la guérison est obtenue parfois par le gastro-entérologue qui enlève un polype avec un cancer en surface. Une fois sur deux. Et ça suffit. Une fois sur deux. Ça suffit Dans à les traiter. 10% de cancers que dit Jean-François, une fois sur deux, le traitement c'est la coloscopie. Et on découvre sur le polype des cellules cancéreuses, mais qui sont en stade très débutant, et ça s'arrête là. Et le patient a simplement une coloscopie de surveillance 3 ans après. Et c'est que les 50 autres % qui vont bénéficier d'une intervention. Voilà. Et dans cette population-là, là encore, on découvre beaucoup plus de cancers débutants qui ne justifient pas de chimiothérapie, par exemple. Ouais. D'accord. Donc, ce n'est pas obligatoire la chimiothérapie si, bien sûr, c'est la chimiothérapie, après une Est-ce ablation du qu'il côlon. y a eu des avancées quand Oui, même il y a eu beaucoup d'avancées. Et ces derniers temps Il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Comment vous dire, quand on faisait que la colectomie en cas d'atteinte des ganglions, quand les ganglions, un ou plusieurs ganglions sont positifs, on avait un taux de rechute qui était très important. La chimiothérapie post-opératoire, dans ce cas-là, permet d'éviter plus de la moitié des rechutes. Donc c'est un rôle de prévention des rechutes qui est très important. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malheureusement, et surtout en dehors du dépistage, il y a encore un quart des cancers du côlon qui sont diagnostiqués au stade de métastase. Métastase, non pas seulement dans les ganglions, mais dans le foie, dans les poumons, etc. Donc là, on guérit encore un certain nombre de patients, mais moins, malheureusement, et avec des traitements qui sont souvent très lourds ou très longs. Voilà. Et là, bon, la prise en charge s'est améliorée, mais vous voyez, c'est un coût important pour la société. On a vu, il y a un livre blanc de la gastro-entérologie qui vient d'être mis en ligne, qui montre bien que déjà entre 2012 et 2016, c'est-à-dire dans un passé très récent, le nombre d'hospitalisations, notamment en hôpital de jour pour chimiothérapie, a doublé. Ça prouve qu'on traite beaucoup plus de patients, on les traite plus longtemps, on en guérit plus. Mais les traitements sont quand même très lourds parce ils combinent souvent des actes chirurgicaux, parfois itératifs, répétés, des périodes de chimiothérapie, des rechutes, des reprises évolutives, des reprises de la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie pour un petit nombre de cas qui fait merveille, mais malheureusement c'est un sous-groupe de nos cancers du côlon métastatiques qui bénéficie de ces nouveaux traitements par immunothérapie. Mais ça marche très bien pour un petit sous-groupe. Voilà. Nous, donc c'est le quotidien, la prise en charge de ces patients, et on a vu les progrès considérables, mais quand même, c'est plus simple, soit de ne pas avoir de cancer, soit d'avoir un cancer à un stade précoce. Et moins cher. Et moins cher. Et moins cher pour la société, accessoirement, mais pour les personnes qui reçoivent les traitements, c'est très lourd aussi. Hein. Alors, j'ai quelques questions de lecteurs. Vous avez répondu plus ou moins à une question de nos lectrices. Je souffre du syndrome du côlon irritable. Suis-je une possible candidate au cancer du côlon? Clairement, non. Non. Clairement, non. C'est deux pathologies différentes. Pas plus que les autres. Il n'y a pas de... C'est une pathologie bénigne, excessivement fréquente, qui est plutôt d'origine alimentaire que d'origine somatique. Et donc, en pratique, non. On peut répondre clairement non. Il n'y a pas de surrisque. Alors, d'autant plus que ces gens-là, ils ont très souvent une coloscopie parce qu'ils sont souvent dans l'âge du risque. Et donc, quand ils sont symptomatiques, ils ont une coloscopie qui est normale. Et quand elle est normale, on revient à la distribution du test 5 ans après. Donc, non, clairement, non. J'ai souvent des diarrhées suivies de saignements. Dois-je m'inquiéter? Ça, c'est Philippe. Ah ben, il faut, oui, effectivement, il faut, en cas de saignement dans les selles, en cas de troubles du transit, et surtout si ces troubles du transit sont récents, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la selle normalement et qui se met par exemple à être constipé, ou qui se met à avoir des selles diarrhéiques, ou une alternance de diarrhée et de constipation, ça doit amener à une exploration du côlon par coloscopie. Oui. Alors, j'ai une autre question. Alors, c'est... Thierry qui nous l'envoie. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des interférences au niveau de la vie sexuelle? Oui. Oui, il y a deux situations. Il y a la situation pendant le traitement, c'est-à-dire les patients qui sont en cours de chimiothérapie. Et puis après, il y a la situation du patient guéri ou en surveillance. Pendant la chimiothérapie, toutes les études montrent qu'effectivement, il y a une baisse de la libido qui est plus importante chez la femme que chez l'homme, mais qui est indéniable, et ça se comprend bien. C'est lié à la fatigue essentiellement, qui est le premier critère du patient cancéreux.
Après, il y a la question spécifique du cancer du rectum. Ouais, effectivement, tu allais peut-être y venir, hein, où là, il y a la chirurgie du cancer du rectum qui consiste à enlever le rectum, donnait, surtout par le passé, il y a une trentaine d'années, beaucoup de séquelles sexuelles et d'impuissance chez l'homme, parce que le chirurgien pouvait léser les plexus nerveux du petit bassin. Avec la chirurgie, maintenant, c'est standardisé, avec une ablation du mésorectum, une dissection qui est beaucoup plus anatomique et qui respecte beaucoup mieux ses nerfs. Cela dit, il y a encore quelques cas, malgré tout, d'impuissance post-opératoire. Et les patients, bien sûr, sont prévenus de tous les risques possibles et de celui-là en particulier. Après, j'ai Marie qui nous a aussi envoyé une question. Est-ce que l'alimentation peut provoquer le cancer colorectal? Oui, ça je vais essayer d'y répondre. Ça a été l'objet de notre dernier forum l'année dernière. Exactement. Mais bon, apparemment, elle n'était pas là. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, il y a la prévention et le dépistage, c'est très important. Et la prévention, c'est notre vie au quotidien. C'est l'impact du tabac, c'est 20%. L'impact de l'alcool, c'est 20%. Hein, c'est un sur-risque de 20%. Et puis, notre alimentation impacte très fortement le cancer, en particulier le cancer du côlon. On sait qu'une alimentation, on va dire, de type méditerranéenne ou crétoise, le régime crétois, c'est-à-dire riche en fibres, fruits et légumes, et ce qu'on entend sur les ondes, 5 fruits et légumes, c'est vrai, par jour. Et puis, pauvre en graisse animale est un facteur préventif, ça diminue le risque. Et donc, manger trop de viande rouge, en gros, il ne faut pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine, 350 grammes de charcuterie. On commence à augmenter nos risques. Et puis, il y a un gros discours sur le lait. Hein, je le dis parce que souvent on me pose la question. Il n'y a pas de sur-risque avec le lait. Bien au contraire, il y a un tout petit peu sur-risque sur la prostate si on consomme chez l'homme plus de 3 parts de lait par jour. Et quand je dis 3 parts, c'est lait, yaourt, fromage. Hein, voilà, donc les recommandations de l'INCa, c'est d'avoir un apport de produits laitiers qui ne doit pas dépasser 3 chez l'homme. Et ça diminue le risque. Ça ne l'augmente pas, ça le diminue. Le régime sans gluten? Le régime sans gluten, le régime sans gluten, très à la mode. Le régime sans gluten n'a pas d'impact sur le cancer. En revanche, il a un impact fort sur le syndrome de l'intestin irritable. Tout à l'heure, je disais ça dépend ce qu'on mange. Et il y a un gros mélange entre les vrais patients qui sont intolérants au gluten, qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle la maladie cœliaque, c'est une pathologie à côté, ceux qui ont une intolérance au gluten vrai, et puis finalement, le plus gros départ, il se trompe, c'est une intolérance aux FODMAP. Et en fait, ce terme-là n'est pas beaucoup connu. Les FODMAP, ce sont des petits sucres alimentaires, il y en a dans beaucoup d'aliments, et il y en a énormément dans le gluten. Donc quand vous supprimez le gluten, vous supprimez 50% des FODMAP et les gens se sentent mieux. Ce n'est pas très important, puisque s'ils se sentent mieux, tant mieux, quoi, voilà. Mais il n'y a pas d'impact entre le gluten, les FODMAP et le cancer. Il y a un impact sur le syndrome de l'intestin irritable. D'accord. Par contre, il y a aussi un impact fort de l'activité physique pour réduire son risque de cancer, pas que du cancer du côlon d'ailleurs, mais enfin la plupart des cancers. Et finalement, activité physique et je dirais diététique adaptée, ça va souvent de pair. Hein. Et voilà, ne pas se laisser grossir par la sédentarité qui est un facteur de risque important. Ce qui est très important sur l'activité physique, c'est qu'il n'y a pas de réaction croisée. C'est-à-dire que, quels que soient les autres facteurs que vous avez, que vous soyez en surpoids, que vous fumiez, que vous buviez, à partir du moment où vous faites une activité physique, vous avez un gain. Bien sûr, il sera moindre que la personne qui n'est pas obèse, qui ne fume pas, qui diminue ses gains. On additionne les risques. Mais c'est un facteur indépendant, l'activité physique, et donc le bénéfice, il existe pour tout le monde. Et le deuxième critère, c'est l'intensité qui est importante, c'est-à-dire que plus vous augmentez l'intensité de l'activité physique, plus vous êtes gagnant. Et l'OMS a publié il y a déjà une dizaine d'années un bénéfice qui va de 20 à 40% en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on diminue son risque de 20 à 40% selon l'intensité que l'on pratique. Et les recommandations, c'est 3 fois par semaine, 30 minutes d'activité physique plus ou moins intense 3 fois par semaine. Et ce qui est formidable, j'ajoute, c'est qu'à la fois il y a ce côté préventif du cancer, hein, et notamment du cancer colorectal dont on parle,
mais il y a aussi un effet thérapeutique de l'activité physique. Et les patients que l'on traite, notamment par chimiothérapie, par exemple, après l'opération chirurgicale pour réduire le risque, certaines études ont montré que le fait d'avoir une activité physique pendant la chimiothérapie, à la fois améliorer la tolérance des traitements, on a moins d'effets secondaires quand on a l'activité physique, et en même temps, ça a un effet thérapeutique, c'est-à-dire que ça réduit le risque de récidive presque autant que la chimiothérapie préventive elle-même. C'est ça qui est incroyable. Donc, pour éviter d'avoir un cancer colorectal, je cours dès cet après-midi Voilà. chez mon médecin pour avoir le test. Tomate feta avec de l'huile d'olive. Tomate feta, d'abord je m'arrête tomate feta et après je cours chez le médecin pour avoir mon test de dépistage. Et vous faites votre dépistage mammographie et du col. En même temps, je fais un check-up, j'ai plus de 50 ans, je fais le check-up pour tout. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Alors on a parlé du sein, on a parlé du cancer du côlon, mais il y a aussi un cancer qui va bénéficier d'un dépistage organisé. C'est le cancer du col de l'utérus. Et j'accueille maintenant le docteur Léandri, qui est gynécologue obstétricien. Docteur François-Xavier Léandri, bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien, responsable au centre du CRDC du dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est une nouveauté. Qu'est-ce qu'il en est exactement de ce dépistage? Un nouveau ou est-il utile? Alors, le dépistage du cancer du col de l'utérus existe depuis de nombreuses années, mais en dépistage individuel, c'est-à-dire que les patientes vont chez leur gynécologue et font ce qu'on appelait le frottis cervico-utérin. Ça nécessitait un examen avec un spéculum en position gynécologique, effectivement, mais ça existe depuis très longtemps. La nouveauté, c'est que nous avons eu une nouvelle manière de procéder au dépistage à la recherche de ce qu'on appelle le papillomavirus, l'HPV. Alors, ce papillomavirus existe depuis tout le temps dans l'organisme, mais il disparaît au bout d'un an ou deux. Mais il est aussi responsable de cancer. Vous pouvez peut-être nous rappeler aussi. Alors, ce papillomavirus, effectivement, est responsable de cancer du col de l'utérus. Nous allons pratiquer de manière de 25 à 65 ans, nous allons pratiquer un dépistage de cancer du col de l'utérus. De 25 à 30 ans. Pour toute la population féminine? Pour toute la population féminine, effectivement. De 25 à 30 ans, nous allons continuer à faire le frottis cervico-utérin. Pourquoi? Parce que le papillomavirus est encore de façon importante, existe chez la femme, et il disparaît ensuite, au bout de 30 ans, il commence à disparaître. Et à ce moment-là, nous allons instaurer la recherche du papillomavirus à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans. D'accord. Mais alors, on va recevoir concrètement, toutes les femmes vont recevoir une lettre ou pas? Dans l'immédiat, nous avons ici, dans la région PACA, à peu près 1 300 000 femmes qui ont été répertoriées. Nous allons commencer la semaine prochaine à envoyer des invitations aux patientes de 62 à 65 ans. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui vont sortir du dépistage, donc nous allons privilégier la recherche d'un éventuel cancer. Ensuite, au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre, nous allons par contre inciter les femmes de 25 à 60 ans pour faire ce dépistage. Comme je vous disais tout à l'heure, de 25 à 30 ans, ce seront un frottis cervico-utérin, et à partir de 30 ans, la recherche de l'HPV. Et la recherche du HPV, ça va se dérouler comment? C'est le même que le frottis ou pas? Dans l'immédiat, ça sera exactement le même principe, ça sera un prélèvement qui se fera au niveau du col de l'utérus. Réalisé par un gynécologue? Réalisé par un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme. D'accord.
parce qu'il ne faut pas oublier que les sages-femmes vont être partie prenante de ce dépistage. Cet examen sera envoyé à l'anatomopathologiste qui, lui, va rechercher le papillomavirus. Voilà, si vous voulez, comment ça va se passer. D'accord, il n'y a pas un test un petit peu comme le test pour le dépistage du cancer colorectal que les femmes pourront faire à domicile? Est-ce que c'est dans les tuyaux finalement? Alors voilà, là vous soulevez une bonne question, c'est ce qu'on appelle l'APV, c'est-à-dire l'autoprélèvement vaginal. Ça permettrait peut-être à plus de femmes de le faire chez elles tranquillement et de ne pas avoir voilà. cette démarche d'aller chez le médecin. C'est une recherche qui va, je pense, être mise en place très bientôt, mais bon, il y a beaucoup d'aléas à cette mise en place. C'est quoi, la fiabilité des tests? Non, pas la fiabilité des tests, mais l'organisation. D'accord. Et le problème, c'est que cette pratique, l'autoprélèvement vaginal, va pouvoir simplifier les choses, puisque ce prélèvement pourra se faire non plus au niveau du vagin, mais pourra se faire au niveau de la vulve et pourra se faire autoprélèvement, c'est-à-dire que c'est la femme qui pourra le faire. Donc, il faut savoir que le dépistage du cancer du col a un frein principal, c'est la visite chez les gynécologues. C'est le problème de se déshabiller, d'avoir, si vous voulez, cette vision de la mise en place du spéculum. Ça traumatise beaucoup les femmes. Et ce système de autoprélèvement va pouvoir simplifier les choses. C'est un cancer meurtrier, le cancer du col de l'utérus? Alors, le cancer du col de l'utérus, dans le monde, c'est le 4e cancer. En France, il est en 12e position. Il faut quand même rappeler qu'il y a comme tous les ans, il y a à peu près 1100 décès. D'accord. Le problème de ce cancer, c'est si vous attendez les premiers symptômes qui, en général, sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des saignements, malheureusement, il y a un pourcentage de décès très important. Par contre... Parce qu'il est pris trop tardivement, c'est ça? Parce qu'il est pris trop tardivement, et à partir du moment où les femmes commencent à saigner, c'est que le cancer a une évolution dramatique. Par contre, si les femmes vont faire un frottis de dépistage, si on trouve la lésion infime, vous avez des grades 1, 2, des grades 3, des cancers in situ, avec une intervention minime, si on peut dire qu'une intervention est minime, type conisation, cette femme sera guérie à 100%, on peut le dire. Donc, vous voyez que le fait d'aller faire son frottis, c'est quelque chose de primordial. Qui sauve la vie. Pardon? Qui sauve la vie. Qui sauve la vie. Et même, à la limite, si le cancer a un petit peu évolué, on fera une hystérectomie, c'est-à-dire qu'on va enlever l'utérus, mais cette femme sera vivante, elle aura malheureusement plus possibilité d'avoir des enfants, mais elle sera vivante. Alors que si elle vient vous voir avec des premiers symptômes, malheureusement, elle risque de décéder. D'accord. Alors, il y a ce dépistage, mais il y a aussi, et ça fait beaucoup couler d'encre, c'est le vaccin aussi, ce fameux vaccin du papillomavirus qui permet aussi d'éviter, finalement, est-ce que je peux le dire comme ça, de développer un cancer du col de l'utérus? Alors, je vais reprendre ce que disait le professeur Seit tout à l'heure. Nous sommes en France très très mauvais élèves. Les statistiques montrent que nous sommes à 23% de la vaccination de l'HPV. Alors, je rappelle que la vaccination du papillomavirus, il faut vacciner les jeunes filles de 11 ans à 14 ans. Il existe 3 vaccins. Vous faites de 11 ans à 14 ans, vous faites 2 vaccinations. Après, vous pouvez avoir un rattrapage de 14 à 19 ans, où à ce moment-là, il faudra faire 3 vaccinations. Mais tout ça pour vous dire que nous avons, je vous disais, 23% de gens qui sont vaccinés. Si on prend l'exemple dans le monde, je lisais encore un article
En Australie, 93% des gens sont vaccinés et on est arrivé à éradiquer le cancer du col de l'utérus. C'est quelque chose mais de monstrueux. Je ne comprends pas qu'on puisse, avec l'outil qu'on a depuis maintenant 15 ans, dont la fiabilité est à toute épreuve, comment peut-on refuser de vacciner nos enfants? Moi, je sais que ma petite fille, on ne discute même pas. Je pense que c'est aberrant d'arriver en France à se retrouver à 23%, alors qu'on a des exemples dans le monde où on peut éradiquer ce cancer. Je m'emporte. Merci, merci. Merci messieurs, merci madame. Voilà, notre émission est terminée et vous pouvez d'ores et déjà la retrouver sur notre site laprovence.com et sur notre page Facebook. Je vous souhaite, je vous dis à très vite, à très bientôt. Et peut-être pour un prochain forum santé qui cette fois-ci aura lieu à la faculté de médecine le 26 novembre sur une thématique dont on a parlé toute cette matinée, le cancer. Voilà. Et la Provence part en guerre contre le cancer. Merci à vous.